Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeux en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres ? Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la Céramique qui traverse la Saône-et-Loire ? Des massifs jurassiens à la côte basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sein de manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies. Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. Pour notre première étape, nous nous rendons à Digoin, au sud de la Bourgogne, entre Paray-la-Moniale et le Creusot, dans la vallée de la Céramique, bien connue pour ses carrières et son argile. Ici, au bord d'un canal, se trouve la manufacture de grès et poterie de Digoin, implantée là depuis 1875 et employant à son âge d'or jusqu'à 600 personnes. En 2014, Corinne Jourdain la reprend et lui redonne un nouveau souffle. La manufacture Digoin se renouvelle et fait des étincelles. Bonjour Corinne. Bonjour Gabrielle. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre manufacture. Vous l'avez rachetée en 2014 alors qu'elle était en train de s'éteindre. Et si on regarde une carte de la région de Digoin vers 1900, on y voit vraiment beaucoup de manufactures qui travaillent la céramique, dont celle-ci. Pourquoi ? Alors en fait pour plusieurs raisons. Bon, déjà la région s'appelle la vallée de la Céramique. La raison principale, c'est qu'il y avait à l'époque énormément de carrières d'argile dans la région, ainsi que la proximité du canal qui permettait en fait d'acheminer à la fois les matières premières, le bois, parce que les fours étaient à bois en fait, et toute la marchandise en fait qui sortait des manufactures pour être vendue dans toute la France. Et comment est-ce qu'on explique qu'elles ont peu à peu quasiment toutes disparu ? Alors, je pense que ce phénomène, en fait, a été, mais comme pour la manufacture de Digoin, en fait, c'est un phénomène qui s'est passé, on va dire, progressivement et de manière très, très lente à partir des années 50-60, où progressivement, en fait, les clients et notamment les professionnels, tous les professionnels fabricants de moutarde, de cornichons, d'huile, de liqueurs, même les charcutiers en fait, ont progressivement délaissé la céramique, en l'occurrence le grès pour nous, au profit du plastique, voire du verre. Donc c'est vrai que ce lent désintérêt, c'est fait avec un basculement des habitudes de consommation vers des matières du style plastique et le verre. Ça, c'est pour les professionnels, en fait. Et puis, pour le grand public, en fait, le phénomène s'est vraiment intensifié et accéléré à la fin des années 90, début des années 2000, avec la mondialisation, l'ouverture des marchés et notamment auprès des fabricants d'Asie. Et donc, il y a eu une profusion énorme de produits céramiques en France venant d'Asie à bas coût. Donc, tous ces phénomènes ont fait que, progressivement, en fait, il y a eu un gros désintérêt pour la céramique en France. Quand je dis céramique, ça comprend à la fois le grès, mais la porcelaine, la faïence. Et en fait, on se rend compte que, on va dire... à partir des années 2010, il y a eu une prise de conscience du grand public sur le fait de consommer mieux, de consommer local. Donc ça s'est, je pense, déjà traduit par les producteurs, et notamment les aliments. Et puis, progressivement, en fait, ce retour au territoire, au patrimoine, en fait, s'est accentué avec
des consommations locales sur des produits céramiques, sur du textile, sur du verre. Et on a vu en fait cette prise de conscience prendre un essor jusqu'à, on va dire aujourd'hui, avec notamment la pandémie qui nous a tous encore plus confrontés à cette prise de conscience. Et ici, on a un vrai lien avec les ressources locales. Oui, tout à fait. Alors, en fait, aujourd'hui, nous, on continue à utiliser des matières premières qui viennent de la région pour fabriquer notre pâte de grès. Donc ça, c'est un avantage et puis c'est une chose à laquelle je tiens énormément parce que d'abord, on continue à fabriquer notre pâte et ça, c'est une chose pour laquelle je me battrai pour pérenniser en tout cas ce savoir-faire-là. Et surtout de le faire à partir de matières premières qui viennent à la fois de la région et de France. Après, sur l'aspect, on va dire, proximité du canal, en fait, aujourd'hui, le canal n'est plus du tout utilisé pour transporter les matières, les produits. Voilà. Donc, il y a au moins un des volets sur lequel on est encore relativement actif, c'est donc l'utilisation de matières premières issues de carrières de la région. Et concrètement, ça ressemble à quoi le grès ? Alors, en fait, dans la céramique, vous avez plusieurs pâtes, comme je vous le disais précédemment. Vous avez donc pâte de porcelaine, la pâte de grès, pâte de faïence, pâte de poterie. Et donc, le grès, en fait, c'est un mélange. C'est comme une recette de cuisine, en fait. On utilise différentes matières qu'on mélange, qu'on assemble pour obtenir une barbotine, une pâte liquide qu'ensuite, on va transformer en pâte solide pour pouvoir fabriquer tous les produits de céramique. Nous sommes en plein cœur de la manufacture. Quelles sont les différentes étapes pour transformer cette pâte qui arrive chez vous en objet ? Alors, la première étape, qui est une étape clé, on va dire, qui est le point de départ en fait de tout le process. Donc, on réceptionne des matières. Donc, on réceptionne 2 argiles, du feldspath, du sable et un petit peu de kaolin. Et donc, on va déjà transformer toutes ces matières sèches, en fait, qu'on va mettre dans un broyeur et qu'on va mélanger avec de l'eau pour obtenir donc cette fameuse barbotine. Ensuite, cette barbotine, on va la transformer en galette, c'est-à-dire qu'on va utiliser en fait ce qu'on appelle un filtre-presse, qui est une grosse machine dans laquelle on va injecter cette barbotine, on va extraire l'eau pour ne garder que la partie solide et donc faire des grandes galettes qui ensuite vont être transformées en fonction du processus qu'on va utiliser pour fabriquer telle pièce ou tel autre type de pièce. Donc ça, c'est un process qui est commun en fait pour l'ensemble de la céramique. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu donc ces fameuses galettes de grès, on va les transformer soit en boudin de pâte, soit en barbotine. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les pièces de forme ronde vont être faites en calibrage avec des boudins de pâte, donc de la terre solide. Et toutes les pièces de forme, type pot à eau, cruchon, plat rectangulaire, vont être faites à base de barbotine, donc une pâte liquide. Voilà, donc là, il y a déjà quand même un processus qui est assez long. Quand on va transformer les galettes, par exemple, on va les mettre dans une grosse machine qui est une boudineuse, en fait, qui va nous permettre de sortir des boudins de différents diamètres. Et là, pareil, c'est une étape importante parce qu'il faut que la pâte ait une certaine densité. Il faut qu'on ait extrait toutes les bulles d'air, en fait. Donc, on va dire que le point de départ est primordial parce que ça peut avoir une incidence jusqu'au bout de la chaîne. Donc, c'est une étape fondamentale. Et ensuite, on va pouvoir fabriquer les pièces, soit en coulage, soit en calibrage. Une fois que les pièces seront fabriquées, elles vont être finies. Ensuite, elles vont sécher. Donc, ce qu'on appelle une pièce en crue, c'est-à-dire que la pièce doit perdre toute son eau, donc elle va blanchir. Et une fois que la pièce est sèche, on va pouvoir ensuite l'émailler et après la mettre dans le four pour le cycle de cuisson. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Ben là, je suis en train de faire un plat rond. Là. La plate vient d'arriver, là, je viens de l'amener, je viens de la faire. Donc, je fais un plat rond pour des clients.
Donc on va en mouler un. Donc l'étape, là déjà, j'ai mis ma terre, mon moule, ma terre. Et après, on va faire la pièce, on va fabriquer la pièce. Après, elle va à la sèche. Et dès qu'elle est à la sèche, après on l'émaille, on la cuit. Ça fait combien de temps que vous êtes là, Thierry ? Ça fait presque 35 ans. Vous êtes arrivé à quel âge ? 17 ans. 17 ans. Et comment est-ce que vous avez appris à faire ça ? Avec un ancien. Avec un ancien. Et maintenant, vous apprenez à des jeunes ? Il y a des jeunes, oui. Si quelqu'un veut essayer, il y a Edith qui essaye d'apprendre. Mais bon, voilà, faut le temps, c'est tout. Vous avez grandi ici ? Oui, depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé ici, j'ai tout été là. Vous êtes fier de pouvoir utiliser une pâte qui vient de votre région ? Ah oui, beaucoup. Même de la faire, de travailler, c'est un très beau travail. Corinne, vous arrivez ici en 2014. Dans quel état elle est, cette manufacture ? Alors, en fait, l'histoire de la manufacture, donc elle a été créée en 1875, elle a fermé en 2002. Donc, il y a eu quand même jusqu'à 600 personnes. C'était quand même une grosse entreprise locale. Et donc, elle a été reprise en 2003 par une personne, notre prédécesseur, qui souhaitait vraiment que cette entreprise ne disparaisse pas définitivement. Donc, qui a relancé l'activité sur, on va dire, les bases existantes. Et en fait, progressivement, on va dire que l'activité a à nouveau périclité. Et donc, moi, quand je me suis intéressée à la manufacture, c'était en 2012, je voyais bien que l'activité était quand même un peu au ralenti, que c'était compliqué. Et donc, quand j'ai repris, elle avait fermé quelques mois. Et donc, je crois qu'avant, vous étiez dans la publicité. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à Digoin ? On va dire que ça a été une succession de rencontres, en fait. Bon, déjà, j'ai travaillé 21 ans chez Publicis. Donc, j'avais fait le tour du métier que j'ai exercé avec bonheur, on va dire. J'avais vraiment envie d'autre chose. Je pense que c'était à la fois une envie personnelle et puis une envie, un engagement, en fait, de mettre mon savoir-faire très modeste au service d'une entreprise. Je ne savais pas à l'époque que ça serait destiné à la céramique. Et puis comme j'ai repris des études, l'objectif c'était lors de ce cursus de pouvoir formaliser mon projet en fait. À la fin de ce MBA en fait que j'ai fait à Paris, à l'Institut français de la mode, on a un mémoire de fin d'études. Et donc la thématique c'était sur les manufactures françaises de l'art de vivre entre mythe et réalité. Et donc j'ai fait vraiment comme vous faites un tour de France, moi j'ai fait également un tour de France des manufactures. Alors déjà un constat et puis surtout une analyse en fait du concept des manufactures qui a été inventé par Colbert, de la manufacture royale à la manufacture qui était destinée justement à faire rayonner le savoir-faire français à l'étranger. Donc j'ai trouvé que c'était pour l'époque ultra visionnaire. Et en fait, le constat, il a été un peu, on va dire, un peu amer parce que je me suis rendu compte que beaucoup de manufactures avaient fermé avec des savoir-faire qui ont disparu progressivement, sachant que les manufactures étaient implantées de manière régionale et territoriale. Et c'est ce que j'ai aimé, en fait. C'est-à-dire qu'une manufacture ne s'implantait pas n'importe où. Notamment, il y en avait beaucoup dans le nord de la France parce qu'il y avait d'énormes cultures de lin. Donc, toutes les manufactures de draps, en fait, étaient localisées dans le nord de la France. Dans l'est, c'était plutôt le verre. Donc j'ai trouvé que c'était un concept qui était très novateur pour l'époque et très visionnaire. Sauf que aujourd'hui, on reste très très peu. Alors dans la céramique, ça a été quand même aussi beaucoup de fermetures successives. Et donc, j'ai une amie qui m'a parlé de la manufacture de Digoin. Et donc, je suis venue ici et ça a été un coup de cœur. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent céder leur entreprise, en fait, n'ont pas forcément le réseau. Et donc, faute de repreneurs, en fait, ferment. Tout simplement. Et puis, je pense qu'il faut quand même une prise de conscience. Notamment,
on avait, parce que je parle au passé, on avait un concurrent direct qui était la poterie Renault, qui faisait quasiment les mêmes produits que nous, qui a fermé maintenant il y a 4 ans. Et en fait, il n'y a pas eu de repreneur derrière. Donc je trouve que c'est vraiment dommageable et c'est tout un pan d'un savoir-faire qui disparaît inévitablement. Donc après, vous avez les transmissions, notamment dans des belles manufactures comme Revol, qui, elle, c'est, je crois, la 7e génération. Voilà, ce sont des manufactures familiales, donc avec des transmissions. Mais quand on n'est pas dans ce schéma-là, je pense que ça reste compliqué. Mais bon, après, il y a beaucoup de belles initiatives en France, donc notamment Terre et Fils, qui justement va dans ce sens. Donc ça, c'est inouï. En fait, c'est vraiment chouette. Lorsqu'on reprend une entreprise comme celle-ci, quelles vont être les premières étapes ? J'imagine qu'il faut remettre en route cette vieille dame, la dépoussiérer. Comment est-ce qu'on fait ? Il y a déjà des salariés. Est-ce que vous arrivez à les garder ? Vous ouvrez de nouveaux marchés ? Alors, on va dire que la première étape, ça a été déjà de rembaucher les salariés, parce qu'en fait, ils ont été licenciés. Donc, une fois l'embauche faite, c'est remettre en route le site. Et notamment faire pas mal de rénovation, de réhabilitation au niveau du matériel. Donc ça a été un chantier énorme qui a duré quelques mois, sachant que je n'étais pas du tout du métier, donc je me suis quand même fait accompagner par un professionnel de la céramique parce que c'est indispensable, parce que je me rends compte que c'est un métier extrêmement technique. Et donc le hasard n'existant pas, quelle que soit l'activité et le métier, je pense que c'est important de se faire accompagner par des professionnels. Donc, on va dire à la fois les salariés, dont des personnes qui ont fait toute leur carrière ici, et des personnes dont c'est le cœur de métier, voilà, m'ont accompagné pour la remise en route. Bon, après, on va dire l'étape suivante, ça a été de définir une collection. C'est-à-dire travailler sur des couleurs, faire un choix de formes, de pièces, exhumer des anciens modèles, en fait, pour justement, parce qu'on a beaucoup d'archives. Donc, c'est aussi ce qui fait la force de la manufacture, c'est tout son patrimoine et toutes ces archives. Et donc, 1 an après la reprise, on a présenté notre première collection à Maison et Objets. Et quand on regarde vos collections, on voit vraiment beaucoup de couleurs. C'est d'ailleurs quelque chose peut-être d'assez nouveau chez vous. Du jaune, du rouge, du bleu, du vert. Pourtant, lorsqu'on se figure la céramique de Digoin, moi je pense plutôt marron. Et comment est-ce que vous travaillez alors ces couleurs ? Alors, en fait, quand j'ai repris la manufacture, déjà j'ai vu le potentiel de cette entreprise, sa notoriété. Mais surtout, ce qui m'a frappée, c'est son patrimoine, en fait. C'est-à-dire qu'on a énormément d'anciens modèles qui étaient, certes, auparavant traités dans des couleurs très marron. C'est aussi ce qui a aussi provoqué une désaffection du grand public pour ces produits qui ont ce côté un peu trop vieillot, en fait. Et comme c'était des produits qui étaient plutôt destinés à une clientèle de professionnels et que j'ai souhaité en fait repositionner pour une clientèle grand public, donc je me suis dit, la seule, aujourd'hui, notre valeur ajoutée, en fait, elle se fera au niveau des couleurs. Et pour moi, c'est un point essentiel de travailler justement les émaux, les textures, les applications. Donc c'est vrai que c'est un peu, on va dire, une révolution parce que les artisans qui étaient habitués à appliquer sur des très grandes séries des couleurs uniformes, aujourd'hui, on demande à avoir, d'abord on travaille des émaux qui sont un peu plus difficiles en termes d'application et du coup c'est aussi une certaine forme d'apprentissage pour pouvoir faire évoluer la manufacture vers le XXIe siècle et justement pour lui redonner cette modernité en fait qu'elle avait un petit peu perdue voilà, au fil des ans. Après, il faut aussi trouver l'adhésion des futurs clients, des prospects, sachant que l'objectif, c'était vraiment d'aller vers une clientèle B2C, donc de revendeurs, donc de détaillants, concept store, grands magasins, et surtout de développer l'export qui représentait 0%. Voilà. Et aujourd'hui, ça représente combien de pourcents ? 30%. 30%. Voilà, et on exporte dans le monde entier. Une belle trajectoire en tout cas en quelques années, bravo.
Et comment est-ce que vous travaillez à la question de la transmission à la jeune génération? Parce qu'on parle beaucoup de ces savoir-faire qui risquent d'être fragilisés parce qu'on n'arrive pas à les garder. Le fait qu'on ait perdu beaucoup de manufactures est assez symptomatique de ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Ah oui, c'est, en l'occurrence, dans mon business plan, c'était... on va dire l'objectif numéro 1, c'est vraiment la transmission parce que je me suis rendu compte que les personnes étaient en fin de carrière et donc de toute façon, tout le savoir-faire qu'elles avaient acquis depuis leur entrée à la manufacture, en fait, pouvait disparaître du jour au lendemain. Donc l'objectif, c'est vraiment de transmettre à la nouvelle génération. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette dynamique. Là, notamment, on a recruté au printemps une jeune ingénieure céramiste pour s'occuper et piloter la production. Donc, elle a 23 ans, c'est son premier emploi. Donc, je trouve que c'est montrer aussi un côté positif à la nouvelle génération, parce que je sais que c'est difficile de trouver du travail, vu les circonstances. Qu'en plus, ce sont des métiers, qui sont difficiles quand même. Au quotidien, dans la pratique. Donc, je trouve que c'est vraiment un effet positif. Et là, on recrute énormément de jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience dans la céramique, mais justement pour transmettre, notamment auprès des artisans qui ont fait toute leur carrière ici et qui ont une maîtrise et un savoir-faire qu'on ne peut pas apprendre à l'école, en fait. C'est dans la pratique. Thierry, qui est le calibreur main, il a démarré, il avait 17 ans, il a appris auprès des anciens et en fait aujourd'hui c'est le seul à savoir mouler à la main. Enfin là il a formé un jeune, mais voilà, c'est fondamental en fait. Parce que ça veut dire que si on ne fait pas cette transmission, il y a certaines choses dans le processus qu'on ne pourra pas pérenniser et poursuivre en fait. Et ça pour nous c'est juste pas possible. Sarah, vous êtes arrivée il n'y a pas très longtemps ici? Oui. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Vous êtes la Benjamine de Digoin. Et donc Thierry, est-ce que Thierry est un bon professeur? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il vous apprend? Il m'avait appris l'horticole, donc les finitions à l'horticole. Qu'est-ce que c'est concrètement les finitions à l'horticole? C'est lisser le pot pour enlever les défauts un maximum. C'est un bon prof alors? Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre un savoir-faire comme celui-ci? J'ai toujours été quelqu'un de manuel, donc j'ai toujours voulu me diriger dans cette branche. Donc, j'ai entendu parler de Digoin, et voilà. Et Sarah, c'est une bonne élève? Oui, très bien. Quelle est la place de ce qui est fait à la main ici et de ce qui est fait à la machine? En fait, on a deux segments de produits. On a tout ce qui est culinaire et tout ce qui est horticole. Donc tout ce qui est pot de jardin. Donc ça, c'est pareil, c'est une collection qu'on a relancée en 2017, en fait, 3 ans après la reprise. Donc tout ce qui est pot de jardin, en fait, tout ça, c'est fait à la main. Donc il n'y a aucune opération mécanique. Sur le culinaire, on va dire que le calibrage main représente à peu près 35%. Ce qui est déjà bien, sachant que on va dire que l'essentiel des interventions en fait sont quand même extrêmement manuelles. Vous verrez, même si il y a une opération en calibrage machine qui est une opération mécanique, le positionnement de la terre dans le moule, le démoulage, les finitions, c'est tout fait à la main en fait. Les pièces sont peut-être reprises, je sais pas, une 40aine de fois. Donc vous avez non seulement redonné du souffle à Digoin, mais aussi su opérer un véritable renouvellement, notamment grâce à de magnifiques collaborations avec des designers. Vous pourriez nous en parler un peu comment ça se passe? Est-ce qu'ils viennent ici? Comment est-ce que vous les dénichez? Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre de venir ici? Alors, en fait, c'est assez... c'est une chose qui m'a toujours étonnée. Depuis le départ, il y a une... Alors, d'abord, il y a un vrai... On le sent. Moi, je l'avais déjà perçu, on va dire, en 2012, quand j'étais sur mon business plan, où on sentait un vrai regain d'intérêt pour la céramique. Ça, c'est incontestable. Et notamment, la nouvelle génération, les designers qui sont toujours en demande de travailler des nouveaux matériaux. Et on est énormément sollicité par des designers. Mais c'est impressionnant, impressionnant. Depuis quelques années,
on a une nouvelle clientèle, enfin, on a une nouvelle clientèle en fait qui se confirme, c'est tout ce qui est café, hôtel, restaurant. On travaille beaucoup avec des groupes, notamment en Autriche ou en France ou en Angleterre, The Hoxton Hotel par exemple, qui est un groupe qui travaille sur des concepts d'hôtels un peu d'hôtel, un peu comme à la ferme. Enfin, voyez, c'est cette nouvelle mouvance, cette nouvelle tendance. Donc, nos produits sont pile dans la demande et dans la tendance. Donc, c'est une clientèle qui se développe énormément. Et également, tout ce qui est architecte d'intérieur. On a beaucoup, beaucoup de demandes. Paysagistes également sur des aménagements d'extérieur avec la collection horticole. Et est-ce que ces nouvelles collaborations, elles supposent de faire bouger, de transformer certains de vos savoir-faire, peut-être d'en intégrer de nouveaux, comme le travail de la couleur, par exemple ? Alors, en fait, oui, parce que on est pas mal sollicité, comme je vous le disais, par des designers qui souhaitent développer des nouvelles marques. Donc, ça nous pousse aussi dans nos retranchements sur des développements et des mises au point, tout ce qui est recherche et développement. Ça, c'est une chose auquel je tiens énormément. Dès le départ avec les émaux, mais aussi avec des nouvelles formes. Et je trouve que c'est important aussi parce que les artisans qui ont eu l'habitude de travailler sur des formes qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, ça nous permet aussi de se remettre en question, d'avancer, de donner une nouvelle dimension à la manufacture. On est énormément sollicité par les marques de luxe qui aujourd'hui sont dans une démarche de RSE, donc qui souhaitent vraiment collaborer et on va dire reproduire à nouveau en France certaines de leurs collections. Et vous redonnez également leurs lettres de noblesse à des objets et ustensiles qu'on avait un peu oubliés. Je pense au vinaigrier ou par exemple au pichet melon. Oui, tout à fait. C'était des trésors que vous avez retrouvés dans les archives ? Exactement. En fait, on a... il y a beaucoup de choses qui ont disparu, mais il nous reste encore quand même quelques trésors. Et donc, notamment le pichet melon, quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. J'ai retrouvé en fait le vieux modèle en plâtre. Et on l'a réédité avec le pichet citrouille et aujourd'hui ça fait partie de nos bestes. Les gens adorent en fait, et c'est surtout, alors je chine beaucoup, donc j'ai retrouvé des vieux modèles tels qu'ils étaient émaillés à l'époque, et en fait et donc aujourd'hui ce que les gens plébiscitent, c'est vraiment ce côté très contemporain à la fois dans la texture des émaux, dans la manière dont on va appliquer les émaux. Donc c'est ce qui plaît en fait. Et c'est ce qui fait, je pense, aussi notre marque de fabrique. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une notoriété, enfin Digoin a une notoriété depuis des décennies. Et aujourd'hui, cette notoriété, on est en train de la confirmer avec, on va dire, une direction artistique qui a évolué vers les goûts actuels. Et puis surtout, ce que je souhaite, c'est que toutes ces pièces, en fait, ce qui est fou, c'est que les gens en fait connaissent tous ces modèles. Ils les ont vus chez leurs grands-parents ou dans des brocantes, enfin voilà. Oui, je reconnais bien les saladiers de chez ma grand-mère ici. Voilà, exactement. Et en fait, je pense que les gens sont très, très attachés à ces objets. Il y a ce côté patrimonial qui est important. Je pense que ça fait partie de nos racines, ça fait partie de nos valeurs. Et notamment à l'export, les étrangers en fait achètent un petit bout de la France, et achètent notre histoire en fait. C'est pour ça que je me suis beaucoup battue pour reprendre cette entreprise et voilà. Et aujourd'hui, je trouve que c'est, je me dis en France, on a vraiment, on a une chance inouïe d'avoir tous ces trésors. Et voilà, à nous de savoir les mettre en valeur et surtout de les pérenniser et de les faire renaître, en fait. Bien sûr. Et aujourd'hui, quel est le plus grand défi auquel vous êtes confrontés dans la reprise de cette manufacture et la perpétuation de ce savoir-faire, de ces savoir-faire même ? Je pense que le grand défi, ce sera la transmission, en fait.
parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver du personnel, hélas. Et donc, comme on a beaucoup dévalorisé les métiers manuels, l'artisanat, alors certes, maintenant, l'artisanat, ça devient, on va dire que c'est dans la tendance, sauf que, je sais pas, il y a 20 ans de ça, les jeunes qui voulaient se diriger vers des CAP, des BEP ou des métiers manuels, en fait, ils étaient un peu sous-considérés, on va dire. Et je pense qu'aujourd'hui, on paye un petit peu ce tribut, on paye un peu cette désaffection vers les métiers manuels, même si depuis une petite dizaine d'années, on sent bien que la nouvelle génération, même si sont capables de faire des études et puis d'un seul coup de se réorienter pour intégrer les compagnons de France, le compagnonnage. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne à des valeurs simples, authentiques, essentielles, ce qu'on a un petit peu perdu de vue. Donc voilà. En tout cas, voilà, ma mission, c'est vraiment de passer le flambeau. Notamment, c'est ce que j'ai dit à Clara quand elle a rejoint l'équipe. Je dis, demain, c'est pour que vous puissiez prendre la relève, en fait. Hein. Enfin, si j'ai fait ça, c'est aussi pour ça, entre autres. Bravo, en tout cas, parce que c'est assez impressionnant de voir l'envol que vous avez donné à cette manufacture. Merci infiniment. Voilà, c'est ici que s'arrête notre voyage au sein de la manufacture de Digoin. J'espère que cet épisode vous a passionné autant qu'il nous a inspiré. Vous pouvez suivre les aventures de notre tour de France des manufactures artisanales sur le compte Instagram de l'Or dans les mains association. Vous pouvez aussi adhérer à notre association pour rejoindre notre communauté. Et pour un coup de pouce au podcast, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Et nous, on prend la route pour le Jura, la suite dans le prochain épisode.